Grand B, la preuve de la propriété immobilière. Là encore, il n'existe aucune disposition dans le Code civil sur ce point. Ce qui fait que la preuve de la propriété immobilière est complexe, souvent difficile, lorsqu'il y a un conflit entre plusieurs titres ou plusieurs actes. La preuve directe étant pratiquement impossible, les juges se contentent de preuves indirectes qui vont conférer un caractère au moins vraisemblable au droit de propriété du demandeur. Les règles ont été progressivement mises en place par la doctrine et par la jurisprudence. Le système de preuve qui a ainsi été instauré, que nous étudierons dans un premièrement, est susceptible de faire naître des conflits entre les différents modes de preuve utilisés, et il faudra alors étudier les modes de résolution de ces conflits potentiels, ce que l'on verra dans un deuxième temps. Premièrement, le système de preuve. L'étude du système de preuve en matière immobilière implique de se pencher sur les questions d'objet, de charge et de mode de preuve. Tout d'abord, l'objet de la preuve. Le propriétaire doit établir l'existence de son droit de propriété, mais la difficulté principale est qu'il n'existe pas, en droit français, de mode de preuve irréfutable de la propriété, même par titre. La production d'un titre a seulement pour effet de déplacer l'objet de la preuve, comme l'indiquent les professeurs Terré et Simler au sein du Précédalose de droit des biens. Ce qui veut dire qu'il faudra apporter la preuve d'actes ou de faits juridiques qui rendent vraisemblable l'existence de son droit. Il appartiendra au juge de trancher ensuite et de choisir le droit le plus probable ou le meilleur droit, comme nous le verrons ensuite en matière de conflit de preuve. Ensuite se pose la question de la charge de la preuve. En application des règles de droit commun, c'est le demandeur à l'action qui supporte la charge de la preuve. C'est à lui de démontrer son droit de propriété. S'il ne parvient pas à faire cette preuve, c'est le défendeur qui est, par hypothèse, concrètement en pratique, le possesseur de la chose, qui sera considéré comme le propriétaire. Il bénéficiera alors de la protection et des actions possessoires qui seront étudiées dans la deuxième partie de ce thème. Enfin, il faut s'intéresser au mode de preuve. Ici, la preuve de la propriété est libre. Elle peut se faire par tout moyen. Or, comme il n'existe aucun moyen de preuve direct et irréfutable de la propriété, seuls des modes de preuve indirects et donc par essence imparfaits peuvent être utilisés. Le législateur ne décrit pas ces modes de preuve, mais lorsque l'on regarde la jurisprudence, en pratique, on se rend compte que 3 catégories de preuves peuvent être utilisées. Il y a, en premier lieu, les titres de propriété. Ce sont ceux qui possèdent la plus grande force probante. Ce sont les actes translatifs de propriété, par exemple un contrat de vente ou encore une donation, ou des actes déclaratifs de propriété, comme par exemple le partage après une succession. Mais ces titres ne sont pas une preuve irréfutable, même s'ils ont un poids important, car il n'existe pas en droit français de titre officiel de propriété conféré par l'État. L'avantage de ces titres est qu'ils vont rendre le droit de propriété vraisemblable parce qu'ils révèlent l'origine du droit prétendu. Il y a ensuite, en deuxième lieu, la possession, qui peut servir de mode de preuve. Sa force probante varie en fonction de ses qualités. Si la possession est viciée, elle est un simple indice, alors que si la possession est utile et qu'elle remplit les conditions de durée exigées, ce que nous avons déjà vu, elle permet de faire la preuve de la propriété par usucapion. Dans ce second cas, elle devient le meilleur des moyens de preuve de la propriété immobilière. Enfin, en troisième lieu, divers indices peuvent aussi servir de mode de preuve,
mais avec une force probante moins grande. Il peut s'agir par exemple du paiement des impôts fonciers ou encore des indications du cadastre, sachant que le cadastre est un simple document administratif. Les juges lui accordent généralement une valeur de présomption importante, mais tout dépend de leur appréciation souveraine. Il peut s'agir encore de diverses déclarations ou indices matériels découverts par exemple lors d'une expertise. Dans tous les cas, ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement la valeur de ces indices sans que la Cour de cassation ne puisse exercer son contrôle sur cette question. Pour clore cette question des modes de preuve, il faut noter que l'avant-projet de réforme du droit des biens se contente de préciser, au sein de sa proposition d'article 540 du Code civil, que la propriété se prouve par tout moyen. La diversité des modes de preuve admissibles, ainsi que l'absence de moyens absolus de preuve du droit de propriété, génère, par la force des choses en pratique, des conflits entre ces modes de preuve. Comment ces conflits sont-ils résolus? Deuxièmement, les conflits entre les modes de preuve. Vous l'avez bien compris, aucun des modes de preuve étudiés ci-dessus ne peut s'imposer au juge comme une preuve irréfutable et parfaite du droit de propriété. En revanche, ce qui est certain, c'est que la force probante de l'usucapion est la plus forte. Lorsque le revendiquant bénéficie de l'usucapion, aucun autre moyen de preuve ne peut être suffisant pour contester son droit de propriété. Dans tous les autres cas, il peut exister un conflit entre les différents modes de preuve apportés par chacune des parties. Il revient alors au juge saisi de trancher entre ces divers moyens de preuve et de retenir celui qui lui paraît le meilleur, le plus vraisemblable. En pratique, plusieurs situations sont susceptibles de soulever des difficultés. Première situation, les deux parties, demandeur-défendeur, produisent un titre. On dit dans ce cas qu'il y a un conflit titre contre titre. Et là, la jurisprudence distingue deux hypothèses. Si les deux titres émanent du même auteur, par exemple du même vendeur ou du même donateur, on applique les règles de la publicité foncière. Soit les titres ont été tous les deux publiés, et dans ce cas, la primauté est accordée au titre qui a été publié le premier, soit un seul titre a été publié, la primauté est donnée à ce seul titre, soit, dernier cas de figure, aucun titre n'a été publié, et la priorité est dans ce cas accordée au titre le plus ancien. Deuxième hypothèse, si les deux titres émanent d'auteurs différents, la priorité est accordée au titre que le juge considère comme le meilleur et le plus probable, compte tenu notamment des indices, des documents, des circonstances qui viennent confirmer cette position. Deuxième situation, les deux parties invoquent une possession. Dans ce cas, on dit qu'il y a un conflit possession contre possession. Par exemple, celui qui se prétend le propriétaire initial de l'immeuble invoque sa possession antérieure, tandis que le défendeur s'appuie sur sa possession actuelle. Dans ce cas, c'est la possession la meilleure et la mieux caractérisée qui l'emporte, en fonction de l'appréciation souveraine des juges. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément la possession la plus ancienne qui prévaut, car les juges vont prendre en compte les qualités de la possession. Par exemple, une possession non viciée va bien évidemment l'emporter sur une possession viciée, même si elle est postérieure. Ce conflit ne peut avoir lieu que si la possession n'a pas encore abouti à l'usucapion, car dans ce cas, l'usucapion l'emporte de manière indiscutable. Troisième situation, une partie invoque un titre et l'autre partie s'appuie sur une possession. On dit dans ce cas qu'il y a titre contre possession. En pratique, il faut imaginer que le demandeur, qui revendique la propriété de l'immeuble, possède un titre,
tandis que le défendeur ne dispose d'aucun titre. Sinon, on revient à la première situation d'un conflit titre contre titre. Mais ce défendeur a la possession actuelle de l'immeuble. Dans cette hypothèse, les juges faisaient traditionnellement prévaloir le critère de l'antériorité. Donc, le demandeur l'emportait lorsque son titre était antérieur à la date de commencement de la possession du défendeur, sauf évidemment là encore s'il y a usucapion. A l'inverse, le défendeur avait la priorité si sa possession était antérieure au titre du demandeur. Cette position jurisprudentielle a fait l'objet de critiques doctrinales importantes. On peut citer par exemple le doyen Carbonnier, qui affirmait que cette valeur prêtée à l'ancienneté n'est pas rationnelle, mais le droit n'est pas toujours rationnel, il est historique. La jurisprudence récente semble plus complexe et incertaine, car elle n'applique pas de manière systématique le critère de l'antériorité, et elle laisse au juge du fond le pouvoir d'apprécier les circonstances de l'espèce et la portée des preuves apportées par chacune des parties pour trancher. Quatrième et dernière situation enfin, il n'y a ni titre, ni possession utile. Dans ce cas, le juge forme son opinion à partir des autres indices que les parties peuvent amener en justice en fonction de son pouvoir souverain d'appréciation. L'avant-projet de réforme du droit des biens entérine les règles doctrinales et jurisprudentielles exposées au sein d'un futur article 541 du Code civil ainsi rédigé, si aucune des parties ne peut justifier d'une acquisition par prescription, donc d'un usucapion, le juge règle les conflits de preuves en déterminant le droit le meilleur et le plus probable. Toutefois, pour les immeubles, le conflit entre plusieurs personnes invoquant des titres émanant d'un auteur commun est tranché selon les règles de la propriété foncière. Donc, dans ce projet, l'usucapion reste le mode de preuve qui a la plus grande force probante. La résolution des conflits entre les différents modes de preuve demeure donc complexe, sauf en cas d'usucapion acquis par l'une des parties. Dans tous les autres cas, la question de la preuve sera tranchée par le juge lors d'une action en justice. Il est donc nécessaire d'exposer quelles sont les actions en justice liées aux notions de possession et de propriété.